Attention, un virus a été détecté sur le plateau des 12 coups de midi. Ce virus porte le nom de syndrome de Poquet-Tourette. Pour le moment, nous ne connaissons qu'une seule personne contaminée, mais les chercheurs pensent que le virus peut se propager. Les syndromes sont les suivants. Les personnes touchées mettent le mot Poké dans chaque phrase sans s'en rendre compte. Poké, le petit Poké dit Pokéball. Que dit le grand Poké, le petit Poké? Le petit Poké mauvais. Non, c'est pas Pokéball, dit le petit Poké. Poké mauvais. Pokéball, le Poké, le Poké, le Poké, Poké, le Poké, Poké. Ah, petit Poké. Pokéball, petit Pokéball, petit Poké. Pokéball, le Pokéball répond. Ils veulent surfer sur la vague du jeu Pokémon Go. Ils pensent qu'en faisant ça, plus de jeunes les regarderont. Si vous pensez être atteint de cette maladie, ou si vous pensez qu'une personne de votre entourage est atteinte, nous vous suggérons de réduire les effets en éteignant votre télé entre midi et 13h. Merci de bien vouloir partager cette vidéo avec votre entourage, pour limiter la propagation du virus. Bonjour à tous, c'est Lewig pour une nouvelle vidéo sur l'émission Les 12 coups de midi de TF1. Avant de commencer, je me dois de vous dire certaines choses. J'ai été très occupé entre le mois de juin et d'août, et je le serai probablement encore plus durant la période de septembre jusqu'à février. Donc la troisième partie ne se fera pas avant longtemps. Je pourrais me presser de la faire, mais je risque de la bâcler, et sachant qu'il y aura la conclusion, j'ai pas vraiment envie de finir sur une vidéo mal faite. Lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur cette émission il y a plus d'1 an, je ne voulais pas parler du contenu de cette vidéo parce que c'était juste une intuition que j'avais. Je n'avais pas de preuves à proprement parler. Mais vu ce qui s'est passé les derniers jours, là j'en ai la certitude et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Si certains d'entre vous pensent que je m'acharne sur les 12 coups de midi, sachez que ce n'est pas le cas. J'adore les émissions où on apprend les choses, comme Question pour un champion ou Qui veut gagner des millions, mais c'est juste que, en regardant les 12 coups de midi, je vois pas mal de choses malsaines et c'est ce genre de comportement que je souhaite mettre en évidence. Maintenant que tout est clair, on peut commencer la vidéo. Alors, par où commencer? Ah oui, par ça. Ceci est passé le 6 juin 2015. Plus beau que moi, d'humeur. Plus beau que moi. Sylvain. Découvrons Bernard Giraudot, Annie Girardot, Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo. À votre avis, qui tient le rôle titre du film Le Magnifique? Youpla tagada boum boum, attention cascade. Et le poussin payot, et le poussin payot, et le poussin payot. Et le Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, je vois qu'il y a inscrit sur la question pour nos téléspectateurs, le professionnel et le marginal. Et c'est la bonne réponse. Puis le 3 septembre 2016, nous avons eu ça. Christian, à vous de choisir. Entre plus beau que moi, d'humeur. Plus beau que moi, d'humeur. Je vais choisir plus beau que moi. Plus beau, plus beau, plus beau, plus belle. Avec oh, oh, oh. Ils sont beaux. Le Bernard Giraudot, l'Annie Girardot, la Brigitte Bardot, le Jean-Paul Belmondo. Christian. Qui tient le rôle, titre, du film Le Magnifique. Tout à fait, c'est un film de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo. Pour nos téléspectateurs, il y a en plus le professionnel et le marginal, donc ça corrobore avec ce que vous dites. Vous avez apparemment tout le générique en tête, ça, vous êtes fantastique. Hein. Le Magnifique, il y a Jacqueline 7 dedans. Le professionnel? C'est là où il y a la superbe musique, vous savez, du chien là. Ah bah oui, très très bien. Ah ouais. Félix, c'est la bonne réponse, voyez. Ce que j'en conclus, c'est que les personnes qui écrivent les questions les recyclent. Et je les comprends, pourquoi écrire de nouvelles questions alors qu'on a déjà posé un tas depuis le début de l'émission?
Autant les reprendre, personne ne va le remarquer. Malheureusement pour eux, il existe en France des gens qui ont enregistré et surtout gardé des dizaines de gigas d'émissions datant de plus d'1 an. Il faut vraiment n'avoir rien d'autre à foutre dans la vie pour faire ça. Franchement, je plains ce genre de personnes. Vous allez me dire que c'est un cas isolé et qu'ils ne reprennent pas souvent leurs questions. Mais en fait, j'ai trouvé un autre extrait. C'est des substances que l'on peut effectivement trouver en petites quantités, les glucides, le calcium, les protéines. Restez avec les graisses. Quelle substance, Sylvain, contenue dans le lait? Quelle substance bonne contenue dans le lait est réputée bonne pour la croissance? Je vais dire le des calcium. os? Le calcium. Christian, Je pense au calcium. la réponse est c'est le calcium. Je me contrefiche pas mal de savoir qu'ils recyclent leurs questions, mais en faisant ça, ils ont montré la supercherie. C'est un peu comme s'ils donnaient le bâton pour se faire battre. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je les bats si c'est ce qu'ils veulent. On en revient aux deux premiers extraits, à savoir Plus beau que moi, d'humeur. Et donc, les deux thèmes sont identiques, les deux questions sont identiques à la virgule près et ont exactement les mêmes possibilités. Alors, je vous montre la suite des extraits. Position d'humeur joyeuse, puisque je vois la joie. La colère, le chagrin, le désir. Quel sentiment parmi ces quatre a inspiré le titre d'un duo enregistré en 1984 par Véronique Jeannot et Laurent Voulzy? La chanson s'appelle Désir, désir. Votre réponse Le désir. est le désir. C'est... Bon, là, on a de bonne humeur avec la joie, de moins bonne humeur avec la colère ou le chagrin, le désir. Ce sont des émotions. Jean-François, à votre avis, dans les années 80, quel sentiment donne son titre à une chanson co-signée par Laurent Voulzy et Véronique Jeannot? Mon premier, c'est désir. Vous dites Désir. c'est Jean-François. Premier pas. Quoi Mais il avait raison pourtant, c'est le Bourbet. Z. Alors en 1984, Oui. Woolsey et Jeannot ont chanté en duo, en effet, Désir, Désir, mais ce titre est co-signé par Souchon et Woolsey. En revanche, en 88, Véronique Jeannot a enregistré Chagrin et elle l'a co-signé avec Laurent Voulzy. Aïe aïe aïe. Je parie que beaucoup d'entre vous auraient répondu le désir pour les deux questions. Tout était identique dans les premières questions, les deux deuxièmes questions, je sais pas trop si ça se dit, mais bon, ont les mêmes propositions, dans le même ordre, mais par contre, les questions sont légèrement différentes. La première, celle pour le maître de midi Sylvain, est précise et ne contient pas de piège. Quand je cherche Laurent Voulzy, Véronique Jeannot sur Google, la seule chanson qu'on trouve sur la première page, c'est Désir, désir. Tandis que la seconde est bien vague, en écrivant dans les années 1980 et pas la date précise, à savoir 1988, pour éviter que le candidat se dise « Ah non, ça ne peut pas être le désir, puisque Désir, désir est sorti en 1984. » Et donc je vais dire autre chose, au hasard, le chagrin. De plus, la chanson Chagrin est une chanson qui, excusez-moi de le dire, n'est pas très connue. Je cherche Chagrin Jeannot sur Google, je n'ai que 7000 résultats. À titre de comparaison, Désir Désir Woolsey a presque 8 fois plus de résultats. Donc je pense qu'il y a quand même une différence de popularité entre les deux chansons. C'est comme si je vous demandais qui a joué Luke Skywalker en 1978, et qu'en fait la bonne réponse c'était Jean-Luc Lemoyne. Alors explication mon très cher Oubois? Eh bien, Mark Hamill a joué Luke Skywalker en 1977, 80, 83 et plus récemment en 2015, alors que Jean-Luc Lemoyne, âgé de 8 ans à l'époque, a participé au spectacle de son école et il jouait Luke Skywalker. Merci de l'explication, on en apprend tous les jours. Je précise que cet exemple est complètement bidonné, je ne sais pas si Lemoyne a joué Luke Skywalker à l'âge de 8 ans, et si c'était le cas, c'était vraiment un pur hasard. Mais des fois, TF1 pose des questions dont les explications sont encore plus tirées par les cheveux. Jean-Pierre Papin était gardien de but pendant
10 minutes. Là, c'est pas une question avec une explication tirée par les cheveux, c'est plutôt une question super dure, même pour des gens qui sont calés en foot. Lors d'un duel, la question suivante fut posée. Qui a été gardien de but de l'OL? Il y avait 2 gardiens de but, Papin et un autre footballeur. Et la bonne réponse fut Papin, à la grande surprise du public et du candidat. L'explication donnée fut que lors d'un match, le gardien de l'OM s'est blessé, mais son équipe avait déjà fait tous ses changements. Alors Papin a dû prendre sa place, et donc, il a été gardien. Mouais. Sur l'échelle de la fourberie, je crois que cette question est bien placée. Cléopâtre était grecque, car elle descend de Ptolémée. Ok, donc d'après ce site, j'ai 9 chances sur 10 d'être carolingien. En plus, il y a de nombreux avis sur la question, et certains avancent même des preuves comme quoi elle venait plus d'Afrique que de Grèce, et que son surnom de grec n'était qu'un surnom parce qu'elle descendait de la dynastie des Macédoniens, mais c'était juste un surnom. L'armistice de 1940 a été signé par le gouvernement de Bordeaux, parce que pendant la guerre, le gouvernement s'était placé dans plusieurs villes et qu'au moment de signer le traité, ils étaient à Bordeaux. Ok, donc le fait que le gouvernement s'est déplacé de ville en ville parce que la guerre était toute proche, fait que ce sont des gouvernements différents? Waouh! Alors j'annonce officiellement que le rallye Dakar n'existe plus, car il se déroule désormais en Amérique du Sud et je ne crois pas que Dakar s'y situe. Et une dernière pour la route, le gaz de ville est inodore. Le gaz qu'on utilise est un mélange entre le gaz de ville et de l'éthanol qui a une odeur. Donc le gaz de ville est inodore. Sauf que le gaz de ville peut aussi désigner un gaz produit à partir de la houille et qui a une odeur. Le gaz de ville fut petit à petit remplacé par le gaz naturel qui est inodore. Donc techniquement, le gaz de tout à l'heure, c'est pas du gaz de ville, c'est un abus de langage. Donc le gaz de ville est odorant. Au final, les deux réponses sont possibles. Ça dépend de notre définition du gaz de ville. Si cette émission continue de faire des questions comme ça, alors on pourrait bien avoir un jour l'eau conduit le courant. Vrai ou faux? Et la réponse dépendra de ce que la régie appelle eau. Si c'est l'eau pure, alors la réponse est faux. Si c'est l'eau de tous les jours, alors la bonne réponse est vraie. Je sais pas pour vous, mais je me vois mal en pleine soirée entre amis avoir ce genre de conversation. Alors le gars, il me demande une égyptienne inconnue. Ouais, ben, je lui réponds Cléopâtre, et après il me... Je me dois de s'arrêter, Jean-Louis. Cléopâtre n'était pas égyptienne, mais grecque. Ok, si tu veux. Et donc après, on se comme une odeur de gaz de ville et on s'ouvre. Encore une fois, ce que tu dis est faux. Le gaz de ville est inodore, et donc ce que vous avez senti, c'était sûrement du... Bref, je m'égare un peu trop et on revient avec cette histoire de recyclage avec 2 nouveaux extraits. Vous ont bien réussi, Youssef. Maintenant, de quel type d'Olympide s'agit-il? Alors, des Olympides, on en trouve un peu partout. Oh, en Espagne, au Maroc, en Italie, en Tunisie. Youssef, dans quel pays Jamel Debbouze a-t-il créé le Marrakech du rire? Et c'est la bonne réponse, monsieur Youssef. Désolé pour Pascal. On a l'Espagne, le Maroc, l'Italie, la Tunisie. Quel pays organise depuis 1998 la Coupe du Monde de couscous? Comme ça, d'intuition, je dirais le Maroc. La Coupe du Monde de couscous. La réponse est... C'était l'Italie. Et expliquez-nous la Coupe du Monde en Italie alors. Eh bien donc c'est un village sicilien qui s'appelle San Vito lo Capo qui organise un festival de 4 jours dédié au couscous. C'est des 9 nations quand même s'affrontent. Et en fait entre le 9e et le 11e siècle, la Sicile a été sous domination musulmane. Et voilà, elle en a gardé une tradition culinaire forte et le couscous au poisson. Ben, je trouve ça extraordinaire. Dans cet exemple, la première chose qui m'a littéralement explosé à la figure, c'est le fait que les propositions sont les mêmes et dans le même ordre. Je ne sais pas quelles étaient les chances de prendre ces 4 pays et dans le même ordre 2 fois. On pourrait s'amuser à les calculer, mais on s'en fout. Mais à mon avis, c'est très faible. La première question est,
à mon sens et de loin, beaucoup plus facile que la seconde. Je pense que lors des défis, chaque thème n'a pas une question, mais 2 questions. Une difficile et l'autre facile. Et la production choisit celle qui sera posée. Si c'est le maître ou un candidat qui amuse le public qui doit répondre, on choisit la question facile pour qu'il puisse continuer l'émission. Par contre, si c'est une de ces personnes qui est passée au rouge, alors on pose la question bien difficile et bien piégée pour favoriser la continuation de la personne passée au rouge. Je vous préviens tout de suite, Et je vous préviens. ce qui suit est une pure supposition de ma part et c'est à prendre avec des grosses pincettes. Surtout que j'aurais bien aimé comparer différents articles, mais comme ça date de 2011, je ne trouve qu'un seul article là-dessus. D'après cet article, le 5 juillet 2011, un candidat a été éliminé à tort alors qu'il avait donné la bonne réponse à la question suivante. Parmi ces 4 associations, laquelle n'a jamais obtenu le prix Nobel de la paix? La Croix-Rouge, Médecins sans frontières, l'UNICEF ou Reporters sans frontières? Le candidat répond Reporters sans frontières, ce qui est la bonne réponse après vérification sur internet. Toutefois, la réponse est considérée comme fausse et le candidat est éliminé. Lorsqu'une personne répond faux, Z vient souvent pour donner une explication, mais étrangement là, pas d'explication parce que si ça avait été le cas, elle aurait tout de suite remarqué l'erreur et donc la personne aurait dû continuer l'émission. Alors, l'article est assez confus étant donné qu'il y a l'avis de la production et l'avis du magazine Entrevue, donc on ne peut pas vraiment savoir si cette histoire de remplacement de la question est vraie ou non. Mais après avoir vu qu'il y a 2 questions derrière chaque thème, je commence à me demander si la production n'a pas volontairement modifié la question, ou bien alors validé la réponse de l'autre question, pour que la personne passée au rouge puisse rester, et dans le cas où cette personne s'avère être le maître de midi, on augmente ainsi l'audimat des émissions suivantes. Mais bon, c'est juste une théorie. Une théorie sur la télévision. Mes conclusions concernant cette vidéo. Premièrement, la régie des 12 coups de midi recycle les questions. C'est un fait et non un reproche que je leur fais. Deuxièmement, lors des duels, chaque thème dissimule 2 questions. Une plutôt facile et l'autre difficile avec souvent un piège. Pour finir, la régie choisit de poser soit la question facile, soit celle difficile en fonction des candidats dont la continuation dans l'émission dépend de cette question. Le but principal étant d'augmenter l'audimat des futures émissions. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, supercherie, trucage, fraude ou favoritisme d'un candidat par rapport à un autre. Pour moi, c'est de la triche. Et ce ne sont pas les candidats qui trichent, mais la régie de l'émission qui favorise le maître de midi, dans le but de le faire rester très longtemps pour ainsi augmenter les audiences des émissions. Je vais prendre encore quelques minutes de votre temps. J'ai créé une page Facebook pour cette chaîne et vous êtes tous les bienvenus. Je mettrai un lien, je ne sais pas trop où, bref, quelque part à l'écran. Je ferai la prochaine vidéo, et je l'espère la dernière, sur les 12 coups de midi, mais je ne sais pas quand. Pour ceux qui me suivent, entre guillemets, je pense que vous commencez à comprendre que le temps entre mes vidéos est assez irrégulier, et donc une page Facebook me permettrait de vous dire plus facilement mon avancement. De plus, je pense qu'après la prochaine vidéo, je n'aurai plus trop envie de parler de tricherie à la télévision. Et donc je ne sais pas vraiment si je vais continuer de parler de télévision, ou si je vais complètement parler d'autre chose. Je posterai très certainement un certain nombre de sondages sur cette page Facebook, afin de savoir si certains de mes choix vous conviennent ou non. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Récemment, il y avait une autre question avec une explication un peu what the fuck, et c'était la suivante. Qui touche Dieu sur le plafond de la chapelle Sixtine? Adam, Ève, Caïn ou Abel? Le candidat répond Adam et la bonne réponse est Ève. Alors, Dieu est porté par des chérubins et, selon TF1 et un critique d'art nommé Léo Steinberg, la personne qu'il tient dans son bras gauche serait Ève. Elle serait Ève, qui n'a pas encore été créée par Dieu et qui attendrait bien sagement d'avoir une enveloppe corporelle. C'est juste des hypothèses. Tout comme il y a d'autres hypothèses qui disent que cette même personne pourrait être la Vierge Marie, Sophia, la personnification de l'âme humaine, ou juste un ange avec un look un peu féminin. C'est marrant parce que un candidat s'est fait virer alors que il n'y a pas de réponse, juste des hypothèses que certains émettent et défendent avec des arguments, mais ça reste des hypothèses. Une des rares personnes qui pourrait le savoir est mort le 18 février 1564, et c'est bête, j'aurais bien voulu lui demander son avis sur ça.